Alors, je vous avais posé des questions discrètement sur Facebook via notre conversation pour préparer un peu le reste du tournoi, puisque demain, donc, nous aurons droit à Pays de Galles-Suisse, toujours dans le groupe A, et nous aurons droit, je suis en train de vérifier ça, de vérifier le calendrier du championnat d'Europe, à Danemark-Finlande, ça c'est à 18h, et à Belgique-Russie, match de 21h. Ce qui devrait être donc une journée plutôt sympa qui va commencer bien avec Pays de Galles-Suisse, en espérant que Gareth Bale soit en forme. Un Danemark-Finlande qu'on voit nous assez déséquilibré, on verra si c'est le cas, et un Belgique-Russie qui devrait être assez déséquilibré, mais qui du coup permettra de voir un autre favori, un autre grand prétendant au titre. Mais avant ça, je vous ai posé donc plusieurs questions. Quelle est la poule qui vous captive? Ça va être l'occasion de rappeler les poules, parce que cet euro est venu tellement vite après la saison qu'on a un peu oublié. Mais donc les poules, poule A, donc Italie, Turquie, Suisse, Pays de Galles, poule B, Belgique, Danemark, Finlande, Russie, poule C, Autriche, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Ukraine, poule E, Pologne, Slovaquie, Espagne et Suède, poule D, Croatie, République tchèque, Angleterre, bien Écosse. Raphaël, il va falloir réviser l'alphabet. J'ai dit quoi? T'as mis la poule pardon. E avant Oui, non, mais parce que poule D. tu sais pourquoi? Parce que je suis en train de le lire sur WhoScored et elles sont pas dans l'ordre. Ça fait D'accord. poule C, poule E, poule D. Vous m'excuserez, en effet, je m'en suis rendu compte en le disant. Et donc Croatie, République tchèque, Angleterre et Écosse dans le groupe D, que j'ai dit après le groupe E, et groupe F, France, Allemagne, Hongrie, Portugal. Christophe, quelle est la poule qui t'intrigue, qui te captive le plus, celle où tu as peut-être une tendresse ou des curiosités à suivre? C'est la poule C, la poule Autriche, Pays-Bas, Macédoine du J'en Nord, Ukraine. J'en étais sûr. La poule Bardi. Absolument, la poule Innsbardi. Alors, j'ai pas de... De raison. Non, j'allais dire Ukraine, pas spécialement, mais finalement, il y a 2-3 joueurs qu'on croise au Shakhtar, brésilien naturalisé aussi, qui sont là. Il y en a un que tu as cité en plus dans les meilleurs passeurs de Serie A. Oui, c'est ça, Malinowski. Donc ouais, finalement, j'allais dire, bon, c'est pas pour l'Ukraine, et je revois la liste. Alors, je suis pas non plus être passionné, mais je me dis que, bon, Yarmolenko peut-être pas, mais revoir Zinchenko, Malinowski, Marlos, ça peut être assez intriguant, assez intéressant, mais c'est surtout pour les 3 autres équipes. Autriche, qui, je trouve, tarde quand même à capitaliser sur tout ce que fait Salzbourg. Parce que mine de rien, bon, tu es toujours limité par ton bassin de population, limité par les gens qui émergent, etc. Mais Salzbourg, de par leur façon de former les joueurs, on va dire que ça tire le maximum et ça exploite le maximum des potentiels. Et tu vois, un Schlager, par exemple, je pense que s'il sort il y a 15 ans, je pense qu'il reste au pays. Et je ne vais pas dire qu'il est tout juste professionnel, hein, mais jamais il atteint ce niveau-là. Après, certains diront que Salzbourg, à force de recruter des jeunes étrangers en post-formation, empêche les Autrichiens d'émerger. Tu vois, tu peux avoir les deux versants. Oui, non, mais ils embarquent quelques-uns. Maintenant, ceux qui émergent sont quand même sympas. Et en gros, je me dis que cette équipe a un vrai potentiel pour s'installer pour pas mal de temps sur un bon niveau, peut-être pas un très haut niveau, mais un bon niveau. Mais j'attends que ça se concrétise. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien. Je vais pas tous les citer, mais Leiner, Leimer, Grilic, Sabitzer, je trouve ça assez intéressant. Et surtout, il y a Kalajdzic qui a émergé cette année, l'attaquant de 2 mètres, qui est une vraie curiosité parce que du coup, t'as pas aligné des Gerbic ou autres. Voilà, ils avaient vraiment aucun grand finisseur et maintenant ils l'ont. Pays-Bas, parce que Franck de Boer se trompe sur l'identité de ses joueurs à toutes les conférences de presse. Et qu'il est, honnêtement, c'est un truc, si vous n'avez pas vu, je vous conseille parce que voilà, il se trompe sur qui est qui et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, je pense que s'il fait un mauvais parcours, Franck de Boer ne pourra plus jamais coacher. Et la Macédoine du Nord, parce qu'il y a Nisbardi, Erzan, je sais pas quoi, j'arrive pas du tout à prononcer son nom, Alioski, Elmas, voilà. Pandev qui est toujours présent, d'ailleurs un beau sujet dans le dernier SoFoot sur Pandev, donc beaucoup de joueurs que j'apprécie, et je pense que j'irai à la Voix du Nord dimanche avec le maillot de la Macédoine du Nord pour faire honneur à cette magnifique sélection. Tu penses que tu fais partie des combien de Français qui ont un maillot de la Macédoine du Nord? Je pense qu'on n'est pas beaucoup. Parce que sur le over-under 34. 3. Ouais. J'aurais dit plus quand même. J'aurais dit tous les membres de la rédac de Football Ski, qui je pense Après, ont un maillot de il y a peut-être des collectionneurs aussi qui l'ont. Ouais. Ça existe. Et quelques maillots très Macédoniens, beaux peut-être. d'ailleurs, hein. Je vous
je vous Bah, conseille. tu veux pas aller le faudra faire. chercher là? Maintenant qu'on a la vidéo, va le chercher là. Vas-y, Non, mais il faudra faire le podcast avec le maillot. On verra Ah bah dimanche. oui, le jour du Oui, match, bien sûr. je ferai le. Et donc, juste pour Debourg, alors il y a eu plusieurs trucs. Les deux derniers, c'était qu'il avait dit que Donny van de Beek, qui d'ailleurs a fait forfait, avait joué plus de 4000 minutes cette saison, alors qu'il a quasiment pas joué de l'année. Et Debourg a dit qu'il avait confondu avec Davy Klaassen. Parce qu'ils sont blonds. Ouais, ils sont blonds, hein. C'est ça, en fait. Il avait dit qu'il avait prévenu tous les joueurs au téléphone, et en fait El Ghazi a dit qu'il avait juste reçu un texto, et surtout le truc c'était de dire Quincy Manning peut jouer évidemment piston gauche, sauf que Quincy Manning n'est pas dans la liste des 26, et qu'en fait il pensait à Quincy Promes. Après, est-ce que techniquement c'est faux? C'est pas parce qu'il est pas dans la liste qu'il peut pas jouer piston gauche, hein. Alors oui, mais la question ne se pose pas. Et, les noms se prononcent pareil en plus, mais ne s'écrivent pas de la même façon. C'est voilà, t'es quand même sélectionneur, alors je sais bien qu'il y a eu des précédents, Kalidou Koulibaly ou autre, mais quand même. Donc voilà la poule qui m'intéresse, poule quand même assez hipster, on va pas se le cacher. Je suis déjà, alors j'apprécie ton travail notamment parce que t'as pas choisi la poule de la République tchèque, Christophe, et je sais que ça a dû être difficile pour toi. Non, même pas, j'étais très premier degré parce que j'ai pas envie de voir la Croatie et l'Écosse, donc du coup ça a réglé la question. Ah, très bien. Flo, quelle est la poule qui t'intéresse le plus? Bah, moi j'ai un problème, c'est que soit je te dis poule F parce que c'est là où il y aura le plus de gros matchs d'entrée, mais globalement je vais contourner ta question et rester sur le fait que les poules à l'Euro, depuis qu'il y a 16 qualifiés sur 24, bon, c'est difficile, je pense, d'être captivé sur toutes les poules. En revanche, des matchs... Et depuis qu'il y a 24 qualifiés aussi, parce que c'est vrai que du coup les poules sont moins relevées. Non seulement il y en a 16 qualifiés, mais en plus... C'est ça. Au pire, faites un Euro à 32. Allez jusque-là et avec 16 qualifiés. Il y aura déjà un peu plus de... Sinon, on fait un Euro avec toute la zone Euro, qui dure 4 ans, avec une finale qui serait la Ligue des Nations, du coup. Et on appelle ça la Ligue des Nations. Ouais. Ouais. Non, mais sinon, sur des matchs, je vais plutôt partir sur les matchs, parce que l'autre question que tu posais, c'est vrai que dans le groupe, je vais les dire à la volée, puis on verra s'il y en a qui vous font rebondir. Mais Belgique-Danemark, je pense que ça peut être un match très intéressant, parce que pour moi, les Danois, et d'ailleurs, c'est une sélection qui ressort très bien dans l'article de projection, on va dire, de Julia Asuncao pour Coparena, qui a fait des projections donc sur des probabilités de passer en fonction du classement Elo, c'est-à-dire des résultats de toutes ces nations depuis, je crois, sur les 5-6 dernières années. Et c'est vrai que le Danemark ressort comme une équipe qui pourrait être créer la surprise. Donc le Belgique-Danemark, je pense, peut être très intéressant, sachant que les Belges sont pas sur une dynamique monstrueuse. Par rapport à ce que disait Christophe sur les Pays-Bas, je pense que tous les matchs des Pays-Bas sur le premier tour peuvent être intéressants dans le sens où, si ça se trouve, ça peut être le favori qui passe à la trappe si on parle de l'effet Franck de Bourg. Voilà. S'il sort de cette poule, il ne rentre pas chez lui. Hein. Je pense qu'il est exilé. Parce que... Oui, non, mais je pense qu'ils réussiront à en sortir, mais je pense qu'ils peuvent ne pas terminer premier, quoi. Voilà. Je me dis que peut-être que dans un monde, ils peuvent ne pas finir premier. Après, dans le groupe D, comme l'a évoqué rapidement Christophe, le République tchèque-Angleterre devrait être plutôt sympathique. Dans le groupe E, moi, en tant qu'ancien Girondin, je suis assez curieux de ce que peut faire la Pologne de Paulo Sousa avec Lewandowski, comment ça peut s'animer autour de lui. Évidemment, je serais intéressé par tous les matchs de l'Espagne aussi, parce que je pense que c'est une sélection qui certes a perdu beaucoup en qualité individuelle, mais je pense que tous les joueurs parlent encore quand même le même football et que collectivement il y a une cohérence qui peut encore exister. Donc je vais suivre les matchs de l'Espagne, être captivé je sais pas, mais au moins les suivre de près. Et après évidemment le groupe F avec les chocs France-Allemagne, Allemagne-Portugal et France-Portugal. Et voilà globalement. Et peut-être attention à la Suède, Raphaël, que tu as détesté, mais qui va peut-être avoir un peu plus de talent devant. On en parlait avec Christophe et je vais le laisser rebondir là-dessus. Mais ils ont un peu plus de matos quand même en attaque pour être plus intéressant que le 4-4-2 que tu avais exécré il y a 2 ans. Ouais, alors je vais en gros citer tous les matchs qui peuvent être intéressants et dire s'ils m'intéressent ou pas. Italie-Suisse, ça peut être pas mal, je suis pas sûr que ce sera passionnant.
Dans le groupe B, si vraiment il y a un match qui ressort, pour moi, c'est Belgique-Danemark, et je pense que ça peut être pas mal. Et j'imagine bien que les forces danoises, même, même les attaquants numéro 9, où ils n'ont pas un super numéro 9, le fait que la Belgique n'ait pas une super défense, je pense que ça peut bien matcher. Donc, du coup, faire un truc assez serré, assez plaisant. Groupe C, j'en ai parlé, je ne reviens pas là-dessus. République tchèque, Angleterre, qui est pour moi peut-être pas le match, mais en tout cas l'un des matchs qui vont le plus m'intéresser, même si j'ai peur que la République tchèque se heurte quand même à un seuil de compétence, à y presser comme une tarée et se mange des transitions face à des joueurs qui vont extrêmement vite. Groupe E, effectivement, Suède-Espagne, ça m'intéresse pas mal. Je pense que la Slovaquie, vu l'équipe, à partir du moment où tu es obligé de rappeler Thomas Subochan, c'est qu'il y a quand même, surtout en 2021, il est même pas au top. Et le réservoir est pas fou, on va pas se mentir. Le Pologne, Paulo Sousa contre l'Espagne, ça peut être, comme disait Flo, ça peut être intéressant aussi, non? T'as pas l'air d'y croire à la Pologne. Je ne sens pas du tout la Pologne. Déjà, il n'y a plus Milik. J'aurais voulu voir l'articulation Lewandowski-Milik. Et enfin, tu as la Pologne, les derniers résultats. Alors après, j'ai juste vu des bribes, mais ils ont gagné un match depuis novembre 2020, et c'était face à Andorre. Sinon, nul face à la Hongrie, la Russie, l'Islande, défaite face à l'Angleterre, face à l'Italie et face aux Pays-Bas. Donc après, ils n'ont pas joué des clones. Et puis même quand je regarde le reste de la liste, là, Zelinski, Klich, voilà, c'est pas mal. Mais d'ailleurs, ils ont Kamil Glik, le joueur de 33 ans, qui est le plus proche de 40 ans dans l'esprit footballistique. Donc, dans les performances aussi. Voilà, donc à voir. Et puis bon, groupe F, on va pas forcément revenir là-dessus, parce que je pense que tout le monde sera vraiment focus là-dessus. Mais c'est vrai que, comme le disait Flo, en fait, le groupe de la France, il détonne totalement du reste, parce qu'il y en a beaucoup où, au-delà de l'enjeu de la qualif ou pas, c'est difficile de vraiment voir l'affiche qui va être à la fois sur le plan du côté équilibré et sur le plan du jeu qui va vraiment être sympa. Je pense que, alors peut-être pas dans les proportions qu'on a vues sur le Italie-Turquie, mais je pense qu'il y a ce risque d'avoir, typiquement, je pense que l'Espagne face à la Pologne et la Slovaquie, ça peut être le même genre de scénario qu'on a eu sur ce match-là, et donc du coup un truc un peu lancinant où une équipe essaie de péter le bloc bas adverse, mais sans qu'il y ait, surtout sur une saison où tout le monde, je pense, arrive un peu cramé. Je pense qu'il y a beaucoup de favoris qui finalement auront juste cette tâche. Est-ce qu'on arrive à bien utiliser le ballon et à casser le mur adverse, mais qu'il n'y aura pas un rythme fou ou des adversaires qui vont essayer de se livrer s'ils affrontent une équipe plus forte. C'est peut-être pour ça que les matchs les plus intéressants des poules seront pas ceux avec des favoris, mais les matchs plus serrés, genre Finlande-Russie, il y aura moins de qualité, hein, mais Macédoine du Nord, Ukraine, Pologne-Slovaquie, Pologne-Suède, des matchs comme ça. Écosse-République tchèque, Écosse-Croatie, même si la Croatie, je sais pas trop où les situer, j'ai l'impression que c'est le premier tournoi depuis longtemps où il n'y a aucune hype autour de la Croatie. Tout le monde s'en fout, mais je sais pas. Ils sont pas sur une bonne dynamique pour le coup. Et ils ont perdu des joueurs, les Mandzukic, Rakitic sont même plus en sélection. Ouais. Donc, on verra s'il y a la relève pour la Croatie. Le joueur qui vous intrigue le plus, le joueur dont le premier tour vous intéresse le plus lors de cet Euro, je vais donner le mien parce que je ne donnais pas mon avis jusque-là, c'est Gareth Bale, parce qu'il y a de plus en plus de rumeurs autour d'une retraite prématurée dès la fin de l'Euro, et je suis curieux de voir s'il arrive pour tout casser ou s'il arrive vraiment au bout de parcours et même l'Euro le passionne pas tant que ça. Je serais fan vraiment d'un Bale énorme comme en 2016 qui amène le Pays de Galles soit en 8ème, soit en quart et qui après s'arrête net et qui parte comme ça, comme un samouraï sur sa dernière victoire, sa dernière tête coupée. En plus, il est dans un groupe quand même où le Pays de Galles peut sortir de la poule quand même, vu que la Turquie a l'air assez moyenne et qu'il suffit que tu fasses au moins un point contre la Suisse et derrière t'as plus qu'à gagner contre la Turquie. Donc Gareth Bale, je suis très curieux de voir son premier tour. Vous, quel est votre nom? Bah, tu vois, pour te rejoindre sur Bale, alors moi j'en ai plusieurs. Mais en gros, ma méthode, ça a été juste de prendre le très bon article du Guardian avec tous les joueurs, et puis de descendre la liste, et de m'arrêter sur le premier nom où je me dis, tiens, lui ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et lui, ça m'intéresserait de le revoir. Et en fait, je me suis fait la remarque sur Florian Grillitsch, qu'on avait beaucoup aimé avec le parcours d'Offenheim sous Nagelsmann, et qui avait notamment brillé lors de la double confrontation face à l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Ça remonte un petit peu, c'était il y a 3 saisons, je ne sais plus. Et c'était un 6 organisateur qui était excellent sous Nagelsmann, et je suis assez curieux à l'idée de le retrouver avec l'Autriche,
dont j'attends pas non plus grand-chose, mais voir où il en est à 25 ans, alors qu'il est toujours à Hoffenheim, et qu'on l'imaginait à l'époque de Nagelsmann, ressortir en Première Ligue assez rapidement. Donc voilà, Grealish, est-ce que, par exemple, sur cet Euro, c'est un mec qui peut envisager ensuite, après un bel Euro, envisager un départ vers un plus grand club? Après, est-ce qu'il va jouer? Il y a une vraie question là-dessus. Il y a ça aussi. J'ai pas tout suivi. Mais si tu mets... Alors, Leimer a été pété toute la saison. Mais vu que Alaba a tendance à jouer au milieu, déjà, Alaba, Sabitzer, je pense que les 2 places sont réservées. Schlager est un vrai bon petit joueur. En fait, l'entrejeu, c'est vraiment, je pense, le poste où il y a le plus de concurrence côté autrichien. Mais je pense, dans tous les cas, j'imagine qu'il aura au moins un match où il aura l'occasion de se montrer. Mais c'est vrai que, genre, mec qui s'est un petit peu pas perdu, hein. Alors que je vois qu'il a été titulaire et 90 minutes sur la dernière fenêtre face à l'Écosse et face aux îles Féroé. Je sens que c'est de la qualif. L'Autriche pouvait pas se permettre de bâcler ces matchs-là. Donc j'imagine que ça veut dire qu'il est dans la rotation. Et titulaire aussi dans la prépa, lors du match de prépa face à la Slovaquie, où ils ont fait 0-0. Alors, il n'a pas joué le match d'avant face à l'Angleterre, perdu 1-0, mais il a joué contre la Slovaquie a priori c'est sur Soccerway, dans un double pivot avec Alaba à ses côtés. Donc on peut imaginer que dans les matchs où l'Autriche pourrait faire le jeu, etc., on peut imaginer le voir sur le terrain. Et c'est vrai que leur milieu à 3, là, face à la Slovaquie, c'était Alaba, Grealish avec Sabitzer un peu plus haut, ce qui peut être plutôt sympathique sur le plan du jeu. Est-ce que tu as d'autres joueurs ou tu veux que j'enchaîne? Bah vas-y, enchaîne et je vais en trouver d'autres après. Moi, je vais en citer un parce que vraiment, d'habitude, si on me demande un et j'en donne 10, donc là, du coup, je vais me fixer à un seul. C'est Alexander Isak, l'attaquant de. J'ai jamais su, on disait Isak ou Ishak, sachant qu'il y a en plus Ishak. Donc, du coup, c'est un peu particulier parce que tu le prononces comme l'autre. Mais l'attaquant suédois de la Real Sociedad, 17 buts en Liga, tous dans le jeu. J'aime bien quand même briser tous dans le jeu parce que tu vois, typiquement, Luis Suarez en met 21, mais dont 3 penalties. Donc du coup, il a quasiment autant marqué que Luis Suarez, ce qui est pas mal, surtout pour un joueur très jeune, qui n'a que 21 ans, qui est assez... C'est assez bizarre de le voir visuellement, parce qu'il est très grand, très longiligne, il n'a pas une dégaine folle, mais mine de rien, il est quand même super adroit, super agile, il me rappelle un peu Patrick Schick, Patrick Schick a émergé, où il était... Alors, Ishak est encore un peu plus mince. Il annonçait un 90 pour 70 kg. Je ne sais pas s'il s'est étoffé un petit peu depuis. Mais c'est amusant parce qu'il était ultra épais en sortant de Suède, parce qu'il fait sa première saison en Suède en marquant 10 buts à 16-17 ans. Il part à Dortmund et au final, il ne perce pas à Dortmund. Il joue quasiment jamais, il ne marque pas. Et c'est ensuite en étant prêté aux Pays-Bas, en allant en Espagne, où il s'est mis à enchaîner les buts. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose au-delà de la capacité à marquer, hein, que j'ai évoqué à partir du moment où tu parles de 17 buts en Liga chez une équipe qui se qualifie pour une Coupe d'Europe, c'était quand même un joueur intéressant, mais en plus une capacité à participer au jeu, à vraiment faire le lien avec ses partenaires. Et pourquoi plus lui qu'un autre joueur qui aurait marqué? Je crois qu'Alajic, par exemple, doit aussi être sur sa 15aine de buts. C'est que forcément c'est un truc qu'il n'y avait pas en équipe de Suède, comme le confirmera Raphaël. C'était surtout très solide, c'est surtout sur l'organisation tactique. Et Forsberg a des hauts et des bas. En 2018, il n'était pas forcément au top du top. Là, ça peut vraiment te transformer le truc. Et j'ai envie de dire que même si la Suède refuse le jeu, à voir si ce sera le cas ou pas, lui tout seul, il te fait pas un projet offensif, mais en tout cas, il peut donner ce frisson qui transforme la Suède. Moi, je pense vraiment que, alors Kulusevski, à voir au niveau de la santé, etc. Mais si tu mets Kulusevski et chaque Forsberg dans une équipe qui défend bien, j'exclus pas du tout le fait que la Suède puisse se retrouver en demi-finale de cet Euro, par exemple, si ça tourne bien au niveau du tirage. Oh, dis pas ça à Raphaël. Je le dis quand même à Raphaël. Hein. Il devra s'habituer à Grankvist et Emil Kraft et compagnie. Non, mais c'était qui l'attaquant de la Suède en 2018? C'est encore Toivonen qui était en point? Je crois que c'était Marcus Berg. C'était Berg, qui est encore, qui est encore dans la sélection là pour le coup. Okay, qui sera peut-être plus titulaire en effet. Ouais, et qui a marqué en Ligue des Champions contre Rennes cette année. Qui, pour un vieux, il continue à cavaler. En plus, je crois qu'il était parti aux Émirats, qu'il est revenu. Donc, je crois que c'est ça. Ouais. Qui avait fin de carrière entre guillemets. En fait, non, il continue. Ah ouais, mais le jour où il a annoncé sa fin de carrière, j'étais le plus heureux des hommes. Et puis après, il a dit qu'il rejouait au foot. On est quand même sur la haine la plus gratuite du monde. Complètement. De base. Et j'en ai un autre là que moi j'avais beaucoup aimé cette saison sur un ou deux matchs de Ligue des Champions de Chelsea et qui est sorti de l'équipe à juste titre remplacé par,
Jorginho, avec la concurrence de Jorginho Kanté dans le double pivot, c'est difficile de jouer. C'est Kovacic, que j'avais trouvé plutôt intéressant sur certaines sorties et qui là, du coup, avec la Croatie, avec la retraite de Rakitic, comme tu le disais, Christophe, et le fait qu'un mec comme Modric perde un petit peu en influence au fil du temps, avec le temps qui passe, que va faire Kovacic avec de nouvelles responsabilités dans cette équipe, parce que là, quand je vois les joueurs au milieu de terrain, t'as Badelj, t'as Kovacic, t'as Modric, t'as Pasalic, mais je le vois titulaire en fait dans cette Croatie-là, une Croatie en difficulté évidemment. Il y a Brozovic aussi d'ailleurs derrière, mais qui est compté parmi les défenseurs, donc là je sais pas trop pourquoi. Mais bref, je me dis que ça peut être un Euro aussi pour lui plutôt sympa, parce que c'est un joueur, alors je vais pas utiliser le terme sous-coté, mais que personnellement j'aime beaucoup dans sa capacité simplement à gérer le tempo d'une rencontre et à contrôler le rythme depuis le milieu de terrain. C'était un très bon complément justement de Jorginho dans les matchs que j'avais vus. Donc assez curieux de voir ce qu'il pourrait faire dans un rôle plus important et des responsabilités plus grandes dans une équipe de Croatie qui, comme on l'a dit quand même, est quand même un petit peu malade sur les derniers mois et arrive pas à l'Euro avec, comme tu disais Raphaël, une certaine hype autour d'elle. Devine l'âge des Kovacic, Flo. 25, 26. Non 26, un truc comme ça. 27 ans. Ah, bon. Il a combien de Ligue des Champions? 4, je crois. Alors, il joue jamais. Hein, mais... il a toutes... Non, il a pas celle de 2014 avec le Real, mais il en a une avec Chelsea et 3 avec le Real. Donc ça fait 4. Et je ne savais pas, mais il est né en Autriche. Donc peut-être que si la sélection autrichienne grimpe de niveau, elle arrivera petit à petit à convaincre. Comme Rakitic d'ailleurs, qui me semble est né en Autriche ou en Suisse. Je sais plus. Suisse, ouais, je crois, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui derrière vont jouer pour des équipes des Balkans qui sont nés en Europe, et parfois en Autriche, en Suisse. Shaqiri aurait pu jouer pour, je crois. Kosovo, je crois. Kosovo, ouais, c'est Kosovo. Je crois que c'est Kosovo. La sélection n'existait plus n'existait pas encore quand il a démarré sa carrière. Donc, et du coup, il y avait l'Albanie aussi, ouais, comme tu le disais, Christophe, je crois. Il avait un choix entre les trois, il me semble. Il fait l'aigle en marquant contre la Serbie avec ses compatriotes binationaux. Donc il pourrait faire aussi le concours d'haltérophilie de n'importe quel pays, Shaqiri, parce qu'il a encore. Et de squat. Oui. Je pense qu'avec Fernando Torres, on en a 2 là qui vont avoir une reconversion évidente. Voilà pour les joueurs à suivre, en tout cas les joueurs qu'on a envie de suivre lors de cet Euro, mais ça risque de changer au fil des journées. Ça se trouve, il y en a qui vont se révéler et qu'on aura très envie de voir et de revoir.